Salut à tous, aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire de Maud Allan, une musicienne et danseuse talentueuse et douée dont la vie a été marquée par la honte et le déshonneur, car tout le monde associait Maud à son frère meurtrier. Mais avant d'aborder ces crimes et la façon dont cela a failli ruiner la vie de Maud, revenons au début. Maud Allan est née sous le nom de la Maud Allan Durand, dans la ville de Toronto, au Canada, le 27 août 1873. Ses parents étaient William Allan Durand et Isabella Durand. Maud avait un frère aîné, Théodore, qui est né en 1871 et qui jouera un rôle important dans ses jeunes années d'adulte. Enfant, Maud s'est révélée être une musicienne talentueuse, même avant d'atteindre l'adolescence, apprenant à jouer du piano auprès de Mademoiselle Lichtenstein à Toronto. En 1884, alors qu'elle avait 11 ans, le père de Maud avait quitté complètement le Canada britannique pour partir en Californie. La Californie, un État en plein essor grâce à la ruée vers l'or des années 1850 et à la ruée vers le pétrole qui a suivi à partir des années 1870. 3 ans plus tard, en 1887, maintenant qu'il s'était installé avec une maison et un emploi à San Francisco, William Durand fit venir sa famille pour le rejoindre aux États-Unis, et ainsi Maud, sa mère et son frère quittèrent le Canada. En Californie, Maud continua d'apprendre et de jouer du piano. Elle excellait dans ce domaine, jouant pour certaines des familles les plus en vue de San Francisco, y compris Adolphe Sutro, un philanthrope germano-américain qui fut maire de la ville au milieu des années 1890. Il se pourrait aussi qu'il ait été le grand-père de Maud, car sa mère Isabella avait été adoptée, et la famille semble avoir reçu une somme d'argent, inexpliquée dans les années 1890, après être entrée en relation avec Sutro. À cette époque, les professeurs reconnaissaient déjà le talent musical de Maud. L'un d'eux, Eugène Bonelli de la Grande Académie de musique de San Francisco, l'a encouragée à se rendre en Allemagne, le pays de référence pour la musique classique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. C'est ce qu'elle fit, partant pour l'Europe au début de 1895 alors qu'elle avait 22 ans. Le plan était que sa mère et son frère la rejoignent là-bas, une fois que Théodore, qui se formait pour devenir médecin, aurait terminé ses études de médecine. Mais la tragédie toucha la famille quelques semaines après le départ de Maud pour l'Europe. Le 14 avril 1895, le frère de Maud, Théodore, fut arrêté pour 2 crimes odieux qui avaient été commis à l'église baptiste Emmanuel de San Francisco. Eh bien, il était le principal suspect dans le meurtre de Blanche Lamont et Minnie Williams, 2 jeunes femmes qui faisaient partie de la congrégation de l'église. Il a maintenu son innocence lors du procès qui a suivi en septembre 1895, mais il a finalement été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à mort. Il a été pendu à la prison de Saint-Quentin en janvier 1898. Comme Maud vivait encore à Berlin, elle n'a pas pu faire ses adieux à son frère. Elle a toujours soutenu qu'il était innocent et s'est blâmée pour ce qui s'était passé, croyant que les choses auraient été différentes si elle n'était jamais partie de chez elle. Comme on peut s'y attendre, cette mort l'a marquée pendant de nombreuses années. Et petite parenthèse, pour en savoir plus sur la vie de Théodore Durand après cette vidéo, regardez celle de Briefcase. Elle est excellente, liens en description. Maud n'a pas été découragée par la honte que les crimes, le procès et la condamnation de son frère avaient rejeté sur sa famille. Au contraire, cela semble l'avoir rendue plus motivée que jamais à réussir, et elle était désormais déterminée à devenir une pianiste reconnue. Il semble que son travail acharné portait ses fruits car, à l'été 1901, elle a finalement été admise à l'école du célèbre pianiste italien Ferruccio Busoni, située à Weimar. Elle avait également commencé à utiliser le nom de Maud Allan durant ces années, probablement par crainte que le fait d'utiliser le nom Durand continue de l'associer à son frère et au meurtre. À Weimar, les choses allaient en changer pour Maud d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Ici, entourée de certains des musiciens les plus talentueux du monde, elle semble avoir été déstabilisée en réalisant le niveau d'accomplissement qu'elle devrait atteindre pour réussir en tant que pianiste européenne. Mais Busoni avait une autre idée. Peu de temps après son arrivée à Weimar, Maud a participé à un spectacle de danse à l'Académie,
ce qui a conduit Busoni à lui conseiller d'abandonner ses ambitions de devenir pianiste et de se concentrer plutôt sur la danse. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir, parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Il l'a présenté à Marcel Remy, qui est devenu son agent et son manager. Avec cette nouvelle orientation et les conseils de Rémi, Maud s'est rapidement réinventée pour tirer parti à la fois de sa beauté et de sa musicalité. Elle visait désormais à devenir une danseuse expressionniste, une forme d'art qui en était encore à ses débuts en Europe dans les années 1900. Alan s'y est rapidement adapté, faisant ses débuts d'art sur scène à Vienne durant le hiver 1903, puis enchaînant rapidement avec une tournée dans de nombreuses grandes villes européennes comme Bruxelles, Berlin et Cologne au cours des années suivantes. Lors de ces représentations, Alan a combiné sa nouvelle passion avec son amour de la musique classique, dansant sur Beethoven, Bach, Chopin et Schubert. Maud Allan est principalement connue aujourd'hui pour la danse des 7 voiles, un numéro qui l'a rendue célèbre à l'international dans les années 1900 et 1910. L'inspiration pour cela lui est venue en regardant une interprétation de Salomé d'Oscar Wilde à Vienne en 1906. La pièce est une tragédie en un acte qu'Oscar Wilde avait écrite en 1891, basée sur l'histoire de Salomé, la belle-fille d'Hérode Antipas, qui régnait sur la Judée au début du 1er siècle après J.C. Selon l'histoire, Salomé avait convaincu Hérode de lui apporter la tête de Jean le Baptiste, un chef religieux qui provoquait beaucoup d'agitation en Judée à l'époque, en échange d'une danse pour lui. Hérode, submergé par le désir, accepte de le faire. La pièce de Wilde impliquait nécessairement une séquence de danse. Après avoir vu la pièce, Maud a commencé à travailler sur une version de la danse chargée d'érotisme. Cette danse de Salomé qu'Alan a interprétée est souvent connue sous le nom de danse des 7 voiles. Alan interprétait la danse des 7 voiles dès 1907. Les critiques de sa performance étaient un peu enthousiastes, mais l'interprétation d'Alan était différente de la plupart des autres, car elle dansait en grande partie nue, couverte seulement de bijoux et de quelques morceaux transparents de voile de soie. De plus, elle a acquis une immense notoriété en 1908 lorsqu'elle s'est rendue à Londres pour interpréter la danse au Palace Theatre dans le West End. Un geste hautement controversé, car la danse des 7 voiles avait été interdite en Grande-Bretagne des années auparavant, après l'arrestation, le procès et la condamnation de Wilde pour indécence selon les lois de l'époque. Pourtant, Alan n'a pas été empêchée de se produire. Au final, elle est restée à Londres pendant 18 mois, période durant laquelle elle a dansé plus de 250 fois. Lorsque sa résidence à Londres a pris fin, Alan avait acquis une renommée internationale. Elle allait s'installer à Londres et y vivre pendant la majeure partie des 30 années suivantes. Mais pendant les années
1910, elle entreprit également une tournée mondiale, se produisant dans des villes comme New York, Chicago, Philadelphie, Kansas, San Francisco et Los Angeles. Aux États-Unis, suivie d'une tournée en Afrique du Sud et dans certaines régions d'Asie, où elle s'est produite à Cape Town, Calcutta et dans de nombreuses autres villes. Grâce à cela, elle s'est également taillée une petite place dans l'industrie naissante du cinéma à Hollywood, apparaissant dans The Rugmaker's Daughter en 1915, dans lequel elle a également interprété une version de la danse. La sexualité d'Alan a été une source de spéculation constante de son vivant et l'est restée depuis. Nous savons qu'au milieu des années 1900, elle a eu une liaison avec Ferruccio Busoni, le directeur de l'Académie de musique de Weimar, qui l'avait encouragée à passer du piano à la danse. Cependant, elle ne se maria jamais, et il n'y eut aucune relation hétérosexuelle durable à mentionner dans ces dernières années. Il est donc supposé qu'Alan était en réalité bisexuel, avec une préférence marquée pour les relations avec des femmes. Cela correspondrait certainement aux éléments attestés concernant ses nombreuses années à Londres. Vers 1910, elle s'est engagée dans une liaison avec Margot Asquith, l'épouse du Premier ministre libéral britannique, Herbert Asquith. Asquith a même commencé à payer l'appartement d'Alan à côté de Regent's Park, un arrangement qui allait durer près de 20 ans. En 1928, Herbert Asquith est décédé, laissant sa femme presque sans le sou, malgré sa brillante carrière politique. Margot a donc cessé de payer l'appartement de Maud Allan, ce qui a mis fin à leur relation et marqué le début d'une nouvelle liaison entre Allan et sa secrétaire, Werner Aldrich. Finalement, Aldrich a emménagé dans l'appartement de Regent's Park et y a vécu pendant 10 ans. Mais c'était une relation dominatrice dans laquelle Allan, qui avait 20 ans de plus qu'Aldrich, abusait de sa jeune partenaire sur le plan émotionnel et financier. Lorsque cela s'est terminé de nombreuses années plus tard, Maud a menacé de révéler l'homosexualité d'Aldrich. La sexualité d'Allan était au centre de la période la plus infâme de sa vie, à la fin des années 1910 et au début des années 1920. En 1918, vers la fin de la Première Guerre mondiale, elle est retournée à Londres pour tenir le rôle principal dans la nouvelle production de Salomé, qui était produite par le metteur en scène Jack Green. La production de Green était controversée, car une loi britannique avait été promulguée quelques années plus tôt, interdisant les personnages bibliques comme Jean le Baptiste d'être représentés sur scène. Par conséquent, Green a contourné l'interdiction en faisant de cette représentation un événement accessible uniquement sur demande, qui ne semblait pas ouvert au public. Ce faisant, il pouvait prétendre que la pièce n'était en réalité qu'une représentation devant un rassemblement privé. La pièce a suscité la controverse et a conduit un député à tendance religieuse du nom de Noel Pemberton Billing à publier un article dans son propre journal, Vigilante. Dans cet article, Billing a accusé Allan d'être lesbienne, ce qui était mal vu dans la société britannique de l'époque, mais qui n'était pas illégal. Billing a également suggéré, dans un accès de paranoïa, que beaucoup de ceux qui demandaient à voir la pièce de Green étaient homosexuels et étaient peut-être victimes de chantage de la part du gouvernement allemand avec lequel la Grande-Bretagne était toujours en guerre. Maud a répondu en poursuivant Billing pour diffamation. L'affaire, lorsqu'elle a été portée devant le tribunal, est devenue une véritable sensation dans la presse britannique, mais elle s'est mal terminée pour Allan. Billing a affirmé qu'Allan était folle, prétendant que c'était héréditaire, et a mis en avant des éléments du procès pour meurtre et de l'exécution de son frère comme preuve. De plus, le juge a essentiellement ignoré la plainte et s'est plutôt concentré sur le fait que la pièce de Wilde, qui était effectivement interdite à Londres, était jouée dans la ville tout court. Au final, Maud a perdu son procès et l'affaire lui a fait une très mauvaise publicité. Cela a sérieusement nui à sa carrière, en particulier en Grande-Bretagne, mais aussi dans de nombreux autres pays, et cela ne pouvait pas plus mal tomber, car elle dépensait sans compter et avait très peu d'économies mises de côté malgré toutes ces années de travail. Malgré le scandale public qui a accompagné le procès en diffamation, Maud ne s'est pas retirée de la vie publique par la suite, mais a continué à danser tout au long des années 20 et 30. Elle a aussi développé son activité d'actrice. Par exemple, en 1932, elle est apparue dans Le Miracle,
réalisé par Max Reinhardt, l'un des metteurs en scène de théâtre germanophone les plus éminents de la première moitié du XXe siècle. Sa carrière de danseuse s'est poursuivie pendant ces années, jusqu'en 1936, lorsqu'à l'âge de 62 ans, elle a donné sa dernière représentation au Redlands Bowl en Californie. Maud n'a jamais eu d'enfant et, après la mort de sa mère en 1930, son père étant décédé en 1917, elle s'est retrouvée de plus en plus seule au monde. Sa mère avait été sa compagne de voyage pendant de nombreuses années et avait également vécu quelque temps avec Maud dans sa maison de Regent's Park à Londres. Ainsi sa mort fut un coup dur pour Maud. Néanmoins, elle continua à résider à Londres jusqu'au début des années 1940 lorsqu'une autre difficulté la frappa. Sa maison fut bombardée lors du Blitz allemand sur Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Devenue de plus en plus appauvrie, Maud partit pour les États-Unis en 1943 et s'installa en Californie. Là-bas, elle vécut principalement grâce à la générosité de vieux amis, car bien qu'elle ait autrefois gagné jusqu'à 500 livres par semaine à son apogée, Alan était ruinée dans les années 1940. Elle a aussi travaillé quelque temps chez McDonnell Aircraft Corporation à Santa Monica. Lorsqu'elle est décédée à Los Angeles en 1956, à l'âge de 83 ans, dans une maison de retraite, elle était pratiquement indigente. Mais le souvenir de ces années, en tant que protagoniste principale de la danse des 7 voiles, perdure encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Maud Allan, j'espère qu'elle vous a intéressé. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par l'affaire de Théodore Durand, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Briefcase, et si vous avez des suggestions, laissez-les également dans les commentaires ci-dessous. C'est tout pour moi, on se retrouve dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.